Merci beaucoup Éric Trappier d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau d'Assio Aviation, une entreprise qui a évidemment une place à part dans le paysage industriel français et européen, même s'il y a des remous, on va en parler. Mais on va d'abord passer en revue le potentiel de vos marchés. D'abord le Moyen-Orient depuis 5 jours en guerre. Israël et États-Unis, ce sont les belligérants. Il n'y a pas de Rafale en action chez eux. En revanche, en ce qui concerne les opérations de défense, il y en a, vu les ripostes agressives de la part de la République islamique. Est-ce que le Rafale a prouvé ces derniers jours qu'il était le plus efficace en matière d'interception de drones et de missiles? C'est un vrai tueur de drones. Il est toujours difficile de commenter des opérations quand on est au milieu de ces opérations-là. Les commentateurs peuvent le faire. Moi, je suis en soutien des armées françaises, d'abord, puisqu'il y a une base à Abu Dhabi, et elle est, je dirais, presque sur le front. En tout cas, elle est devant le golfe arabo-persique. Et deuxièmement, nous avons des clients partenaires qui sont les Émirats arabes unis et le Qatar, qui ont des Rafales, et qui donc les opèrent, mais je n'ai pas à révéler la manière dont ils les opèrent et la manière dont ils les utilisent pour défendre leur pays. Oui, le Qatar a été largement visé et il aura utilisé ces Rafales. Les Émiratis, vous ne les avez pas encore livrés, vos Rafales Non, ils ont des Mirage 2000. Donc c'est les Mirage 2000 qu'ils ont utilisés. L'Égypte, peut-être pour une mission de sécurisation de la mer Rouge, du canal de Suez, c'est actuellement le plus grand utilisateur de Rafales à l'export, parce que bon, il n'y a pas encore tous les Rafales indiens, notamment qui ont été livrés. Donc l'Égypte aussi les aurait vraisemblablement utilisés pour la sécurisation. Il est certain que quand vous avez des Rafales, et l'Égypte a été le premier client à l'exportation à choisir cet avion, utilisent leur aviation de combat pour protéger leur pays. C'est d'ailleurs tout le but de vendre ces avions de combat à des pays dans lesquels on a des accords stratégiques entre France et ces pays-là, de pouvoir les utiliser pour protéger, dissuader la guerre de s'installer sur leur territoire. Justement, en termes d'accords de défense, France et avec les autres pays, on a avec les Émirats arabes unis et le Qatar, et ils ont des Rafales. Il y a un accord de défense avec la Jordanie. Est-ce que ça veut dire que de tels accords facilitent la vente de Rafales? Un contrat jordanien est-il possible? Écoutez, les accords de défense ou les accords stratégiques avec un pays sont presque une condition sine qua non. C'est-à-dire que quelque part, vous vendez des armes, vous vendez des armements, dans le cadre de ce contexte de rapprochement de deux pays qui partagent des données communes, qui partagent une politique commune, pas tout, mais une politique commune. Et c'est dans ce cadre-là que nous, avec un avion qui est réputé opérationnel, qui est réputé avoir des performances, à ce moment-là, on peut réussir des contrats. Est-ce qu'on va vendre à la Jordanie? Je ne sais pas vous dire. On a eu des avions en Jordanie. Et on serait très heureux de vendre à la Jordanie. Ils ont une base française en tout cas sur leur sol, donc ils voient comment les Rafales sont opérés. Il y a l'Irak aussi dont on parle, ce sera un contrat de 14 Rafales. Là aussi, ils ont pu voir au-dessus de leur territoire, ils ont été visés aussi d'ailleurs par l'Iran. Est-ce que c'est de nature à accélérer les prises de décision, ce qui se passe quand il y a des démonstrations finalement comme ça? Alors en réalité, ça permet d'observer, positivement ou négativement, mais ça permet d'observer, mais les décisions ne se prennent pas au moment où on est dans un état de guerre ou de crise aiguë. On décide justement, par temps de paix, de dire pour défendre la paix, pour protéger la paix, il nous faut être mieux armés. Donc c'est plutôt dans des périodes de calme qu'on arrive à avoir ces accords de défense. Ceci dit, le monde devenant de plus en plus complexe, de plus en plus d'une certaine manière ouvert à des conflits, chaque pays veut accélérer la capacité de pouvoir se défendre. Et est-ce que vous avez regardé ce qui s'était fait en matière de déploiement de forces américaines israéliennes? Parce que quand on est avionneur de combat, on regarde forcément les opérations quand elles notamment des opérations comme ça, d'opérations et d'attaques. Est-ce que ça vous a étonné ces déploiements et cette force américaine, cano-israélienne? Non, ça ne nous étonne pas. On est des observateurs relativement pointus. Dans des opérations de cette nature, de cette ampleur, il faut opérer beaucoup d'avions. Donc, et il n'y a pas que des avions. Il y a aussi des systèmes de renseignement, des systèmes d'observation, des transmissions, des navires qu'on peut voir. Et donc c'est un ensemble de moyens qui permet des opérations de cette ampleur. Mais il est vrai qu'on le voit dans les conflits, dans ces conflits hyper précis où il faut aller tirer dans des endroits qui sont bien défendus, il faut mettre en opération beaucoup d'avions.
Pour vos perspectives, forcément, on doit se tourner aussi vers l'Inde, un contrat mirobolant à venir. Alors, les 114 Rafales assignés cette année, c'était l'objectif que vous vous êtes donné un peu suite à la visite en Inde que vous avez effectuée ces derniers jours, en plus de 62 qui vont progressivement rentrer en production. Et New Delhi réfléchit en plus à une trentaine de Rafale M pour ces porte-avions, parce qu'ils ont 2 porte-avions, hein, l'Inde. L'Inde a utilisé les Rafales dans une guerre avec le Pakistan l'an dernier. Alors c'est pour vous une vitrine, hein, parce qu'ils ont été cette fois-ci utilisés dans non pas une opération de défense, mais d'attaque. Est-ce que finalement les Indiens qui recommandent derrière encore des avions, ce sont vos meilleurs VRP ? Écoutez, les Indiens, c'est un très ancien partenaire. C'est le début des années 50, ils ont fait le choix de l'ouragan. Donc ils ont fait le choix de l'ouragan en passant par les Mirage 2000. C'est de l'ouragan au Rafale. S'ils reviennent vers nous, c'est pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que les avions qu'on leur propose remplissent les conditions opérationnelles dont ils ont besoin. Le deuxième, c'est la relation entre la France et l'Inde qui a toujours été bonne dans le cadre justement de ces partenariats stratégiques et d'une certaine manière d'un non-alignement qui a toujours été prôné par l'Inde, de ne pas devoir s'aligner sur une ou l'autre des très grandes puissances. Oui, c'est vrai. Et le contrat indien, donc pas encore signé, mais elle a la particularité d'être en partie Make in India. Est-ce que c'est une faveur faite à New Delhi face à l'ampleur du contrat, et évidemment la fidélité aussi du pays, vous le rappeliez, ou est-ce que c'est réplicable et dans ce cas, ça peut être un moyen de vendre plus et peut-être de libérer aussi un peu les lignes de production en France ? Alors, ce contrat des 114 vient après de nombreuses années où il y avait une envie de fabriquer plus en Inde, et donc une politique de Make in India, et non plus d'offset, qu'on les appelle, et qui va aller sur de nombreuses années. Donc on s'intègre parfaitement bien dans cette politique, on va être capable de fabriquer en Inde. On a alimenté un certain nombre d'industriels indiens pour pouvoir justement commencer. On a commencé avec les Falcon, parce que ça nous intéresse aussi d'être en Inde. Dassault n'est pas en Chine, pour des raisons bien compréhensibles. Donc d'être en Inde, ça permet aussi d'équilibrer nos productions, ça permet d'équilibrer la compétitivité aussi, puisque le coût de fabrication sera moindre en Inde qu'en France. Et donc, quelque part, ça nous permet d'avoir un grand pays allié qui est aussi impliqué dans la fabrication de Rafale. Donc la réponse est oui. Avec ces 114, ça va donner du travail à l'Inde, mais ça va aussi donner du travail à nos usines françaises. Hein. Il y a pas de, c'est pas tout part en Inde. C'est un certain nombre de travaux seront faits en Inde, en particulier l'assemblage final d'un certain nombre d'avions des 114 sera fait en Inde. Et donc on aura une chaîne d'assemblage final aussi en Inde, en parallèle de celle que nous avons en France. Il y aura donc un équilibre. Est-ce que ça allégera ou est-ce qu'au contraire ça renforcera? On verra bien dans le futur les commandes. Pour l'instant, en France, on fait les fabrications de Rafale qui sont déjà commandées. Mais est-ce que ça vous donne des idées pour d'autres pays? Vous pourriez répéter ce schéma de production? Alors, je ne peux pas m'exprimer sur le sujet puisqu'il nous faut des autorisations. Et on verra au moment où on négocie ces contrats avec les autorités françaises si on a les autorisations pour pouvoir fabriquer en Inde pour d'autres pays. Et puis il faut que ces autres pays l'acceptent, qu'ils acceptent que ces avions soient en partie fabriqués en Inde. Alors on en vient peut-être à la question aussi de l'Europe. Ce n'est pas votre premier marché aujourd'hui, malheureusement, hein, évidemment. Il y a cela dit un élan dans la région Méditerranée, les Balkans, Grèce, Serbie, Croatie qui sont vos clients. Mais vous ne désespérez pas de vendre des Rafales à nos plus proches alliés européens? Je ne désespère jamais, je suis un optimiste. Ceci dit, je salue la fidélité de la Grèce qui achète des avions d'assaut depuis les années 70. La Grèce a compris que c'était aussi bien d'avoir une double source. Elle achète des avions américains, elle achète aussi des avions français, ce qui lui permet d'équilibrer d'un point de vue stratégique et politique dans son contexte particulier qui est le sien. On a quand même un nouveau pays qui est la Croatie qui utilisait des avions ex-soviétiques, ex-russes, et qui maintenant s'est tourné vers la France, qui est un pays de l'Union européenne, qui est un pays de l'OTAN, et qui s'est tourné vers le Rafale, et c'est une bonne chose. On accueille très favorablement ce choix croate. Et on a la Serbie, qui est un autre des pays des Balkans, qui aussi
a rééquilibré sa politique d'approvisionnement, qui était très russe, et qui maintenant achète des avions français. Donc vous voyez bien qu'on accompagne un mouvement aussi politique, stratégique de la France. Oui, c'est vrai qu'il y a un rapprochement. Il y a l'Autriche qui va ouvrir un processus de sélection bientôt. Est-ce que ça pourrait être un beau symbole? On se rapproche de l'Allemagne. Pourquoi pas? On regardera. Ce qu'on essaye de détecter, c'est si ces compétitions sont des vraies compétitions ou si elles sont déjà, entre guillemets, décidées à l'avance. Vous avez un certain nombre de pays qui ont fait le choix américain, ils ouvrent une compétition pour mieux négocier. Ça nous fait perdre un peu de temps et surtout, après, on dit il n'a pas été choisi parce que si, parce que ça. En réalité, parce que le choix était américain. Principalement aux États-Unis. On avait aussi eu à subir ça en Corée pour des raisons qu'on reconnaît et qu'on ne critique pas. Si tel pays d'Europe veut choisir américain pour des raisons ABCD, il n'y a pas de problème. Bon, là, il semble quand même y avoir des déclarations. C'est le cas aussi du Portugal et alors de l'Espagne, parce qu'entre l'Espagne et les États-Unis, ça chauffe un peu en ce moment, forcément. L'Espagne qui n'est pas tellement favorable à ce qui se passe au Moyen-Orient, aux opérations américaines, que ce soit d'ailleurs Gaza ou Iran. Le Rafale pourrait être, eux, alors c'est ce qu'ils avaient dit, notamment il y a quelques mois, un avion de transition en attendant l'hypothétique SCAF. Est-ce que les turbulences du dossier SCAF pourraient maintenant remettre en cause un choix français Portugal-Espagne? Parce que Portugal était aussi intéressé par le partage industriel, je crois. Oui, dès l'année dernière, où un certain nombre de doutes ont été formulés par un certain nombre de pays européens vis-à-vis des approvisionnements américains, on a été regardé. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait une envie franche et massive des pays européens de se libérer des approvisionnements privilégiés américains. C'est pas, je vous l'ai dit, on a cité la Grèce, client historique. Mais là, dans le cas de l'Espagne, mais ces pays qui achètent. Alors on verra avec l'Espagne. On verra l'Espagne. L'Espagne a un avantage, c'est que c'est le 4e pays du fameux quartet de l'Eurofighter qui n'a pas encore acheté américain. Les 3 autres, ils font de l'Eurofighter, mais ils achètent américain. Donc c'est quand même un petit paradoxe dans le choix de ces pays-là. Donc on verra, on va observer bien sûr l'Espagne. Ça peut effectivement avoir une influence le projet SCAF vis-à-vis de ces choix. Mais pas toujours, puisque vous voyez, la Belgique a choisi le F-35 tout en disant qu'elle pourrait être intéressée à participer et à contribuer au futur. Ce qui avait valu une réaction de ma part sur le côté « je choisis américain, mais je voudrais que Dassault me donne du travail ». Oui. Sujet qui fâche, donc le SCAF, le projet du SCAF. Je ne vais pas vous faire redire qu'Airbus ne veut pas travailler avec vous. Vous l'avez dit beaucoup hier à de nombreuses reprises lors de votre conférence de presse de résultats, mais pour essayer de chercher les raisons de la crise, puisque le SCAF semble quasiment, en tout cas dans sa dimension avion, parce qu'il faut rappeler que le SCAF, c'est d'abord un système. Il y a l'avion, il y a le drone, il y a le cloud de combat. Vous, sur l'avion, Airbus, vous voulez être co-leader avec vous ne voulez pas. Du coup, est-ce que vous considérez que les autres pans sont morts, enfin menacés et même morts, donc le drone et le cloud? D'abord, je corrige. J'ai accepté de rentrer dans ce programme à la demande des autorités françaises et du président de la République sur l'hypothèse qui avait été faite que la France était leader du SCAF. Elle n'était pas forcément leader dans d'autres grands programmes, elle était leader sur le SCAF. Et dans le SCAF, qui contient 7 piliers, le pilier 1, qui était le pilier de l'avion de combat, et la responsabilité était donnée à Dassault. Donc on était architecte responsable du programme. Et donc ça c'est contractuel, on est rentré dans ces hypothèses-là. Et petit à petit on s'est aperçu que d'abord avec l'arrivée de l'Espagne et donc d'Airbus derrière l'Espagne, qui est déjà derrière l'Allemagne, Airbus Espagne dépendant d'Airbus Allemagne, je me retrouvais à 1 tiers contre 2 tiers dans l'ensemble du travail. On a accepté ça, donc ça continue, mais petit à petit, il y avait une recherche de revenir vers un co-leadership. Et ça, effectivement, pour développer un avion de combat performant, nous plaidons qu'il y ait une vraie responsabilité de celui qui est là, un vrai maître d'œuvre, un vrai architecte, et que ça ne veut pas dire qu'on fait tout, loin s'en faut, ça veut dire qu'on partage le travail, mais qu'on choisit aussi nos sous-traitants, et qu'il n'y a pas simplement le juste retour de dire on va donner, équilibrer, etc. Non, on veut faire un produit. Alors, quand ces pays-là achètent américain, ils ne récupèrent pas de co-leadership, ils ne récupèrent pas de travail équivalent à l'argent qu'ils ont dépensé. Donc pourquoi appliquer
à la France quelque chose qui ne s'applique absolument pas pour les Américains. Et pourquoi? C'est pas moi qui dis que je dois être le leader, c'est les 3 pays qui ont décidé ça. Et c'est grâce à l'expérience qu'on a acquis depuis, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc pourquoi Airbus ne l'accepte pas? C'est ça la question qu'on se pose. On comprend bien effectivement que vous ne vouliez pas de décision collégiale, etc., parce que ça pourrait évidemment bien ralentir le projet. Vous dites qu'Airbus ne veut pas travailler avec vous, mais Airbus Defence and Space, c'est aussi très allemand. Ils sont installés en Allemagne. Pourquoi est-ce que vous dites... Enfin, vous l'avez dit d'ailleurs aussi dans une audition, c'est le Bundestag qui est derrière, c'est la politique allemande. Friedrich Merz notamment aussi, c'est lié en fait à une fracture plus profonde entre la France et l'Allemagne. Je ne sais pas. Par exemple, la France me dit que les 2 pays ont accepté les mêmes besoins opérationnels. Frédéric Merz a plutôt exprimé autre chose. Donc, il a dit qu'ils n'avaient pas besoin d'avions portant une charge nucléaire. Voilà, donc nous, c'est clair que notre feuille de route, c'est un avion qui doit aller sur un porte-avions. Et c'est clair aussi que notre feuille de route, c'est la composante nucléaire aéroportée. Ça a été redit très bien par le président de la République à l'île Longue il y a quelques jours. Donc, si ça n'est pas accepté par les partenaires des autres pays, à ce moment-là, ça, c'est une question qui devient une question politique. Mais justement, est-ce que vous appelez Emmanuel Macron à débloquer le projet? Parce que là, on a l'impression que ça... il faut arbitrer. Un peu dans son coin. Et vous, appelez à arbitrer, à prendre une décision. Il faut qu'avec ses homologues, il y ait une décision qui soit prise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester... Alors, pour l'instant, on finalise la phase 1 qui a été contractualisée il y a quelques années. Donc, il n'y a pas urgence à statuer sur 2-3 jours, mais on devait passer à la phase 2, c'est-à-dire à la construction du démonstrateur pour faire des essais en vol l'année prochaine. Donc il est temps de savoir si on doit y travailler ou pas. Du coup, l'avion du futur le plus réaliste pour vous aujourd'hui, c'est toujours un Rafale. Alors le F5 ces prochaines années, mais à l'échéance de ce que devait être le SCAF, vous privilégiez maintenant le F6, enfin une nouvelle génération de Rafale? On a toujours privilégié le Rafale, puisque malgré tout, on se doit de livrer à nos forces armées, les nôtres, le meilleur Rafale. Et c'est pour ça qu'il y a des contrats qui sont passés par la DGA vers les industriels français pour améliorer en permanence, sur la base du retour d'expérience de nos militaires, le Rafale, ses équipements, ses capacités, ses armements. Bien. Donc ça, c'est programmé dans tous les cas. C'est 2035 qui est la ligne importante, puisque ce sera le F5 ambitieux et qui équipera la composante nucléaire aéroportée à base de Rafale. À partir de 2035, il y aura sûrement des commandes d'avions supplémentaires, de Rafale. Et donc, vous voyez bien que notre chaîne de fabrication, indépendamment même de celle qu'on mettrait en Inde, va continuer jusqu'aux années 2040. Donc, le futur avion, ce que nous, on souhaiterait, c'est pouvoir justement faire avancer la technologie, pouvoir interagir avec nos forces opérationnelles pour leur dire voilà ce que la technologie peut vous proposer à Horizon 2, c'est l'avion. Pour faire voler un avion, il faut un moteur, donc il faut que le moteur aussi se développe. Et c'est toutes les liaisons de données qu'il va falloir faire pour être interopérable avec les partenaires européens, voire avec les Américains dans le cadre de l'OTAN. Donc c'est une ambition qui est très importante, mais qui est bien après, qui arrivera d'un point de vue opérationnel, pas avant 2045 très certainement. Vous travaillez aussi sur le projet du porte-avions nouvelle génération, donc vous n'êtes pas maître d'œuvre de l'ensemble évidemment, mais Dassault doit donner au maître d'œuvre du porte-avions les caractéristiques du futur avion que le porte-avions emportera. Ça devait être le SCAF. Comment vous avancez sur le dossier? Est-ce que maintenant vous dites que ça va être un avion 100% français? Dans tous les cas, ça ne changera pas, parce que ce qu'on a dit aux architectes navals en tant qu'avion, c'est un porte-avion et qui doit opérer, c'est que, le Rafale doit pouvoir opérer, ce qui est le cas, et 2, un NGF, c'est-à-dire un futur avion de combat qui viendrait après le Rafale. Voilà, en fonction des dimensions que le porte-avions va avoir, il y a eu un travail commun pour justement dimensionner ce porte-avions et être capable de dimensionner le futur avion. On a dimensionné cet avion. Donc qu'on le fasse en coopération avec Pierre, Paul ou Jacques ou tout seul, la taille de l'avion est prédéfinie pour être compatible du futur porte-avions qui a été décidé
à la fin de l'année dernière d'être lancé. Alors il y aura des drones aussi, parce que dans la nouvelle génération d'avions de combat, la grande nouveauté, c'est pas d'être un chasseur isolé, mais d'être accompagné de drones qui sont un peu des lieutenants qui vont aller justement aller au plus près des opérations. Vous en êtes où, vous, de ce drone? Vous avez travaillé sur le programme européen Neurone. Vous allez en développer un. Est-ce qu'il y aura des coopérations industrielles avec des partenaires européens? Écoutez, on travaille dans les drones depuis assez longtemps, c'est vrai, on fait voler des petits drones depuis le début des années 2000. Ça a mis du temps en termes de besoins opérationnels, mais on voit maintenant que les drones font partie des théâtres d'opération. Il y a les petits drones, les moyens drones, les gros drones et tout ce qui est tout. Voilà. Donc quand on parle de drones, il faut être compliqué. Nous, on a basé notre technologie future sur la discrétion et donc sur un drone de combat de quasiment la taille d'un avion de combat, un peu plus petit. Et réutilisable, évidemment. Et réutilisable, bien sûr, mais qui peut être en amont d'un raid aérien pour éclairer le raid, pour peut-être contribuer à détruire les défenses ennemies et permettre un passage plus aisé. C'est ça sur lequel on est en train de travailler. Il n'y a pas à ce jour de programme encore lancé. Ça a été annoncé dans les années passées par nos autorités, mais ce n'est pas encore lancé, on cherche des partenaires. Et puis dans le cadre des plus petits drones, parce que malgré tout, il faut se coordonner entre les petits drones, les grands drones, etc. On a racheté des parts de la société Armatan, qui est une petite start-up, mais qui est déjà bien avancée dans ses développements de drones, qui travaille avec de l'intelligence artificielle, et on pense que de pouvoir s'appuyer aussi sur cette société qui elle-même s'appuiera sur nous, puisqu'on a un certain nombre de moyens, ça va créer un partenariat win-win, comme on dit en anglais, pour être capable de progresser dans ces domaines nouveaux de l'interaction entre drones et avions de combat. Et le drone, on en saura plus, celui qui accompagnera justement le Rafale F5 ou une génération ultérieure, on en saura plus, parce qu'on n'a pas encore de nom, il aura un petit nom, j'imagine. On en saura quand est-ce qu'on en saura davantage? Ça dépendra, vous savez, il y a des contraintes. On parle du Salon du Bourget 2027? Non, je ne sais pas, il y a des contraintes budgétaires, il y a des partenariats. Ah donc ça ralentit? Ah bah oui, parce que tout ça coûte de l'argent malgré tout. Et donc l'idée, c'est de trouver des partenaires pour partager le fardeau du développement, pas pour acheter, parce que pour acheter, le prix de l'avion reste le même, que ça soit en coopération ou pas. En général, même, ça coûte un peu plus cher quand c'est en coopération. Mais donc on est sur ces travaux de partenariat, que ce soit en Europe ou ailleurs. Mais justement, parce que les avions seront entourés de ces drones, est-ce qu'à terme, vous n'allez pas vendre moins d'avions, mais peut-être un ensemble plus cher? Ça va quand même changer le dimensionnement des contrats. Peut-être, on verra. On a cette capacité avec le Rafale de poursuivre pour les 20 ans qui viennent des développements et des ventes. On a les drones dans lesquels on est en train d'accélérer, que ce soit les petits avec des partenaires plus petits, plus agiles que nous, ou avec des gros drones qui s'appuient très directement sur nos sujets aviation de combat. Et on verra s'il y a un futur aussi avion de combat, la manière dont ils agit avec ces drones de combat. Donc on est en plein dans ces études, ces simulations. On fait des simulations qu'on peut montrer à nos militaires pour justement les aider à parfaire leurs besoins opérationnels. Les retours d'expérience, malheureusement, des conflits actuels aussi alimentent leurs réflexions. Et tout ça doit donner lieu à des décisions dans les années à venir. En tout cas, pour les prises de participation nécessaires, vous avez publié vos résultats hier. Il y a un vrai trésor de guerre, c'est votre trésorerie nette disponible, 9,4 milliards d'euros. Vous générez plus d'1 milliard de cash par an. Ça pourrait être utilisé justement pour accélérer le rythme des prises de participation chez les partenaires. Il faut être prudent avec les chiffres. Ce cash qu'on a, il est pour partie le cash qui est issu des paiements de nos clients. Donc avec cet argent, il faut faire les avions quand même, il faut faire les Rafales. Donc le cash propriétaire, il est plus proche de 3 milliards, ce qui est déjà pas mal, qui nous permet d'avoir effectivement des marges de manœuvre pour contribuer à rentrer dans des sociétés, comme on l'a fait à une époque avec Thales, puisque comme vous le savez, on est à 25% dans Thales, et on est très content d'ailleurs de cette participation et des résultats de Thales. Donc voilà, on a cette capacité, cette manœuvrabilité pour évoluer dans le futur, et tant mieux.
carnet de commandes record, 220 Rafale, 73 Falcon. Vous avez admis privilégier la production cette année de Rafale, en 2025 sur celle de Falcon. Est-ce que ce sera encore le cas en 2026? Vous êtes remis la cible manquée l'année dernière de 40 Falcon. Oui, on a eu des difficultés avec la supply chain et comme je l'explique, il est plus facile, entre guillemets, même si c'est plus complexe, de faire un Rafale parce que c'est une seule ligne de production. Quand vous avez des Falcon, vous avez différents types de Falcon. Oui. Donc quand vous avez une cible à 40 avions, en réalité, vous avez tant de 8X, tant de Falcon 2000, tant de Falcon 6X. Donc dès qu'on a une difficulté sur un des avions, pour des raisons de supply chain qui ont quand même détérioré nos performances internes de livraison. Voilà. Mais on est en train de rattraper. On a réussi pour le Rafale, ça a été une prouesse. On avait prévu 25, on en a fait 26. Ça va continuer petit à petit à monter, puisqu'on veut aller vers une cadence 4, on est déjà en amont. Mais pour les livraisons, livrer 4 Rafales par mois, c'est dans 2-3 ans qu'on le fera. Donc petit à petit, on monte en puissance. Et pour les Falcon, il faut rétablir les cycles de performance que nous avions avant, et tout ça va revenir du bon côté, du moins je l'espère. Cadence 3, c'est l'objectif de l'année pour le Rafale. Vous êtes engagé pour des contrats pour signer à une attente de 3 ans. Est-ce que le délai s'allonge pour les négociations actuelles Non, pas vraiment, puisque depuis qu'on commercialise le Rafale, grosso modo, pour avoir le premier avion, c'est entre 3 ans et demi et 4 ans. C'est ce qu'on fait. On est d'ailleurs bien meilleur, contrairement à ce que des fois certains pensent, que nos amis américains qui mettent beaucoup plus de temps pour livrer leur F-35. Donc même s'il y a des commandes supplémentaires, quand on entend de temps en temps chez certains de vos confrères anglo-saxons dire on choisit le F-35 parce que c'est plus rapide à avoir, non. Si vous regardez la Belgique, je ne veux pas polariser sur la Belgique, mais les avions sont en train d'arriver alors que la décision a été prise il y a bien longtemps. Donc on est plutôt assez efficace, même si la montée en cadence est un vrai challenge. On y arrive, on se mobilise, on y arrive. Et ce n'est pas simplement nous Dassault, c'est nos partenaires. Il faut pouvoir fournir les moteurs, les radars, l'ensemble des composants des 400 sociétés qui contribuent à cet écosystème Rafale, qui doivent eux aussi monter en puissance et qui sont heureux de pouvoir contribuer à cette belle histoire. Et un mot très rapide pour finir de vos autres produits. Le Falcon 10X présenté la semaine prochaine, premier vol au printemps. Il y a déjà des clients? Oui, il y a déjà des clients du 10X. Il y a beaucoup qui aiment avoir ces premiers avions. Donc on présentera le premier avion fabriqué complet qui se prépare pour sa campagne d'essai en vol. Il reste encore un certain nombre d'ajustements à faire. Et donc c'est ce traditionnel roll-out où on présente l'avion fabriqué à l'ensemble de nos clients potentiels ou existants, et qui se retrouveront à Mérignac la semaine prochaine pour voir cet avion. Ils seront, je pense, très impressionnés parce que c'est une taille d'avion dont on n'a pas l'habitude, beaucoup plus gros que l'ensemble de la famille actuelle de Falcon. Et enfin, vous avez un point commun avec Elon Musk. Vous voyez dans l'espace un potentiel marché avec l'avion spatial, le Vortex. Justement, c'est quel marché pour cet avion? Vous avez fait le démonstrateur, je crois. On est en train. On vient de lancer. Mais c'est quel marché? Ça va être uniquement des marchés militaires ou ça peut être... Non, en réalité, on est prêt à adresser non seulement le marché militaire, mais le marché civil. Vous allez avoir une conquête de l'espace, pas simplement une conquête de la Lune, ça va coûter un peu d'argent, mais dans les opérations, ça coûtera moins cher, parce que vous aurez un objet volant, piloté, qui peut revenir, c'est un avion, il peut revenir, donc on le reconditionne plus facilement, il repart plus facilement, et il peut se poser sur un certain nombre de pistes dans le monde. Il peut rester en orbite un certain temps pour faire des expériences, dans le civil par exemple. Les développements de médicaments, c'est très utilisé sans être tributaire de la station orbitale qui, comme vous le savez, commence à vieillir. Je ne pense pas que la future soit faite de la même manière collaborative que ça n'a été fait dans le passé, compte tenu des difficultés géopolitiques. Donc ça aussi, ça sera pour des tailles plus petites de laboratoire, une possibilité. Et puis surtout, ça pourra aller réparer, ça pourra amener des charges, ça fera la fonction un peu cargo. Et beaucoup d'autres fonctions qui intéressent effectivement du monde. La question, c'est d'arriver à faire un objet opérationnel, donc il faut commencer maintenant pour faire des phases, trouver les financements, parce qu'on ne peut pas autofinancer ça tout seul. Et donc il faut trouver, voilà. Mais ça motive extrêmement fortement les ingénieurs de la maison, et beaucoup de pays sont très intéressés par cette initiative. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Merci à vous. Merci.